La K-pop a ses côtés glorieux, ses côtés lumineux, mais aussi ses côtés un peu plus sombres et un peu plus cachés. C'est pas une surprise pour personne. Mais je me suis dit du coup que ça serait sympa et que ça avait beaucoup plu pour les BL que je fasse un top flop dans la K-pop. Comme j'aime le rappeler au début des vidéos top flop ou un peu avis, c'est mon opinion. Ce que moi je pense qui a évolué au cours de l'année précédente et qui donc du coup sera basé donc dans mes tops à moi et mes flops à moi. Ça ne vous empêche pas de donner votre avis, vos tops et vos flops en commentaire, mais on respecte bien l'avis des autres, mon avis aussi. On peut débattre dans le respect des autres. Et donc pour un peu plus expliquer ces tops et flops, c'est un peu différent du top flop que j'ai fait pour les BL où là j'avais fait plutôt une généralité. Là je vais faire un top flop par rapport à l'évolution de la K-pop par rapport aux dernières années. Ce qui a évolué ou ce qui n'a pas évolué par rapport aux dernières années jusqu'à aujourd'hui. Donc mes tops seront les choses qui ont évolué dans un sens positif et mes flops seront les choses qui ont un peu régressé ou qui sont apparues et qui auraient mieux fait de ne pas apparaître. On va donc commencer avec mes tops et les choses qui sont pour moi positives et dans la bonne évolution de la K-pop. L'ouverture au monde de la K-pop est pour moi une bonne chose. Certains le voient d'un mauvais œil puisque de plus en plus de groupes font des musiques en anglais, mais pour moi l'ouverture de la K-pop et de l'Asie en général au monde est une bonne chose. Ça veut dire que la K-pop continue de s'étendre et qu'elle reconnaît de plus en plus les autres pays, puisqu'on peut prendre quelques années en arrière où les concerts de K-pop avaient lieu principalement en Asie et aux États-Unis. On avait beaucoup de chance si nous on avait des dates en Europe. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre le calendrier de cette année. Beaucoup de groupes de K-pop viennent en France. C'est presque instinctif et obligatoire d'avoir au moins une date en Europe, ça c'est sûr, il y a toujours une ou deux dates en Europe, principalement en Angleterre et je vois aussi beaucoup en Allemagne. Et la France apparaît de plus en plus. Je vais me dire, ça date déjà d'il y a quelques années, ça a commencé il y a des années par exemple avec le SM Town, mais ça a commencé vraiment à s'étendre à partir du moment où BTS, Blackpink, tout ça, ont commencé à venir au Stade de France, tout ça. Aujourd'hui on a des groupes comme Twice, on a les Stray Kids là qui vont... Alors, moi au moment où je tourne, ils sont pas encore venus en France, mais donc on a les Stray Kids, on a des beaucoup plus petits groupes qui viennent et ça fait plaisir. Aussi des solistes qui viennent dans de plus petites salles mais qui viennent aussi et ça c'est cool à voir. Que tu sois gros ou plus petit groupe, tu as le droit à ta date en France. Donc la France est quand même devenue un marché assez lucratif pour la K-pop pour qu'ils puissent venir plusieurs fois. On se doute bien que plus de dates veut dire aussi beaucoup plus de profit pour les agences, mais si on se base vraiment que du côté des fans, bah c'est bien, parce que les fans n'ont plus besoin de dépenser des milliers et des cents pour aller à un concert, puisque le concert va se rapprocher de chez eux. Bon, vous allez me dire, nous c'est à Paris, donc ceux qui habitent dans le sud, ils sont un peu dans la mouise. Mais j'ai vu certains groupes, des petits groupes, qui faisaient plusieurs dates, une dans le nord et une dans le sud. Je sais plus c'est quel groupe j'avais vu qui avait fait une date à Paris et une date à Lyon, je crois. Et ça c'est cool. Encore plus cool qu'une date à Paris, parce que là il y en a pour tout le monde. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est tout ce qui entoure la santé mentale des idoles. Il fut une époque où la santé mentale vraiment c'était quelque chose de tabou. J'ai envie de vous dire comme partout, et que là il y a une grosse évolution par rapport à la santé mentale dans tous les domaines, mais dans la K-pop il y a eu une sacrée évolution, puisque avant, même si une de nos idoles avait des problèmes d'anxiété ou de santé mentale, par ce qui touchait à leur santé mentale, on nous le cachait ou on donnait, genre par exemple, un tel est parti en hiatus pour des raisons personnelles, tout ça. Aujourd'hui, les agences sont beaucoup plus transparentes. Bon, ils ne s'étendent pas sur le sujet et ça c'est normal, puisque bah, ça reste de la vie privée des idoles, mais par exemple, quand Junghyun a eu des problèmes, ou Mina ont eu des problèmes de santé mentale, l'agence a dit qu'elles étaient parties en hiatus suite à des troubles par rapport à l'anxiété, sévère ou non. Et ça c'est bien, puisque je trouve que c'est un peu de transparence avec les fans qui sont là à s'inquiéter pour leurs idoles, mais qui en savent un peu plus et qui peuvent d'une certaine manière les soutenir d'une meilleure façon. Puisque une personne qui est en hiatus pour un problème, par exemple une cheville cassée, tout ça, on va lui souhaiter un bon rétablissement, mais on va pas vraiment faire... bon,
attention à nos mots, c'est un stéréotype, mais si on sait que par exemple une personne est atteinte d'anxiété, bah, les mots vont peut-être être un peu plus doux, un peu mieux construits. Donc les fans ont plus de choix pour mieux encourager leurs idoles. Aussi, et ça c'est vraiment super, je prends l'exemple de Hybe. Bon, Hybe n'est pas tout blanc non plus, mais ce qu'ils ont fait c'est vraiment bien, puisque Hybe a créé, il y a de ça 2 ou 3 ans je crois, un pôle réservé à la santé mentale de leurs idoles. Un pôle où, que tu sois idol ou trainee, tu peux t'y rendre si jamais tu te sens en détresse ou ayant de l'anxiété, des problèmes de santé mentale. Tu pourras être suivi par une équipe spécialisée qui pourra t'aider à soit sortir de cette anxiété, tout ça, t'aider à aller mieux, ou justement avoir un suivi régulier pour ne pas avoir de problèmes de santé mentale. Et ça, c'est super. Après, il faut bien le mettre en œuvre. Et on n'en a pas entendu parler depuis. Je trouve que c'est bien que les agences se mettent à penser à la santé mentale de leurs idoles. Un point pour moi qui est positif, alors pour certains il pourra être négatif, c'est que les idoles restent dans l'industrie de la K-pop de plus en plus vieux. Alors attention, on parle vieux au sens de la K-pop, hein, je dis vieux 40 ans. Pour moi, 40 ans c'est juste pas du tout vieux. 40 ans t'es pas vieux du tout, mais pour la K-pop c'est quand même un âge assez avancé où tu te dis non, bah non, laisse ta place aux jeunes. Mais sans aller jusqu'à 40 ans, je prends l'exemple, par exemple, bon on n'en a pas entendu parler dernièrement, mais Super Junior. Super Junior en 2018, il continuait à sortir des musiques, Lo Siento, elle est... Mais c'est des... je parle surtout des groupes masculins qui avaient une durée de vie assez limitée, puisque les groupes masculins étaient voués à partir de 30 ans maximum à aller au service militaire. Donc ce qui fait que les agences lançaient les groupes masculins assez tôt pour pouvoir s'en servir assez longtemps, et souvent les groupes ne survivaient pas au service militaire. Mais aujourd'hui la tendance a quand même un peu changé, beaucoup changé même, puisque maintenant les groupes, même s'il y a un hiatus assez long, par exemple je prends l'exemple de BTS parce que c'est un exemple que je connais, les BTS sont partis 5 ans, 5 ans ou 3 ans, je sais plus. Mais en gros, ils sont partis chacun à leur tour. Et là, récemment, ils nous ont dit qu'ils préparaient leur album pour début d'année 2026 et qu'ils préparaient une tournée. BTS est un groupe qui a survécu au service militaire. Et c'est pas le seul, il y a de plus en plus de groupes qui survivent au service militaire et qui donc ont une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc les idols restent beaucoup plus longtemps dans le monde de la K-pop. Et pour moi, c'est une bonne chose. Certains vont dire, bah oui, mais comme les idoles de la 3e génération sont encore là, ça laisse moins de place pour les nouveaux groupes. Mais moi, je pense pas de cette façon-là, puisque les nouveaux groupes ont l'originalité, ont justement l'expérience avec les autres de se dire, on peut avoir quelque chose d'original, on peut se démarquer par notre nouveauté. Et de toute façon, un groupe qui débute avec des anciens ou pas, n'empêchera pas les fans de s'y intéresser, puisque même si par exemple tu es fan de BTS ou d'un autre groupe, ça va pas t'empêcher de t'intéresser à un nouveau groupe. Regardez, moi je me suis intéressée à BTS en 2014. L'année dernière, j'ai commencé à suivre Plave, parce qu'ils ont un concept pour moi original, qu'ils ont des musiques qui sont cool et en plus ils sont drôles. Le fait d'avoir des anciens groupes ne t'empêche pas et n'empêche pas les fans de s'intéresser à de nouveaux groupes. Mon dernier point positif pour moi, c'est les fandoms qui sont dans la positive attitude, j'ai envie de vous dire. Pour exemple, je prends le seul que je connais, dont je fais partie et que je vois presque que de la positivité. Je fais partie, donc je suis une fan de Plave, donc je suis une pli. Ce fandom a une très bonne entente avec les fans coréennes et les fans internationales. On peut voir dans d'autres cas, dans d'autres fandoms, que c'est pas forcément le cas, que les fans coréennes ne s'entendent pas avec les fans internationaux. Mais pour les plis, j'ai vu beaucoup d'exemples de plis coréennes qui allaient voir soit des créateurs ou des plis internationaux pour les encourager, les remercier, de supporter Plave, d'aimer Plave. Et ça fait du bien. Un fandom positif comme ça, qui s'entend pour le bonheur et l'amour de leur groupe,
Ça fait du bien, c'est une bouffée d'oxygène. Maintenant, on va passer au flop, donc les choses que j'ai pas trop aimées, qui ont régressé ou qui sont apparues et c'était pas une bonne idée. Et le premier, c'est les disbands silencieux ou alors le manque d'informations par rapport à des groupes dont on aimerait bien avoir des informations. Parce que dernièrement, on a vu une tendance à avoir des groupes qui disbandent et les agences qui avant avaient l'habitude de faire des communiqués en disant que le groupe se sépare, les membres prennent des directions différentes. Aujourd'hui, en fait, certaines agences ne prennent même plus en considération et ne font même plus d'annonces de disband. Ce qui fait que soit ce sont les membres qui font les disbands, qui font les annonces de disband sur des lettres, tout ça, ou alors tout simplement il y a un silence et ça laisse les fans dans le flou. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui, connus ou pas, qui sont dans un flou administratif, on va dire, puisqu'on ne sait pas s'ils sont disband, si c'est un groupe qui a été abandonné par l'agence mais ils le gardent quand même, ou est-ce que tout simplement ils ne leur donnent pas d'activité. C'est mauvais pour les fans, puisque les fans restent dans l'inconnu de ce que devient leur groupe, mais c'est pas bon pour les membres aussi, puisque si on leur donne pas d'activité, si c'est abandonné, et que comme il n'y a aucune annonce qui est faite, et les autres agences ou eux de leur côté ne peuvent pas avancer dans leur carrière. Puis il y a encore pire que les disbands silencieux, c'est les groupes qui sont abandonnés dans certaines agences. Je prends l'exemple de JYP, puisque c'est un des exemples qu'on entend le plus. JYP, sa poule aux œufs d'or, c'est Twice et Stray Kids. On entend très peu parler des autres groupes. Bon, il y a ITZY qui revient un petit peu dernièrement, mais comme pendant un moment Twice et Stray Kids marchaient à fond, on les faisait marcher, les autres groupes n'avaient rien, alors qu'on donnait une surcharge de travail aux deux autres groupes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Puisque tu fais surtravailler les groupes qui marchent, et soit tu ne donnes pas d'activité ou tu donnes des musiques, excusez-moi du mot, des musiques de merde à des groupes qui ont du talent. Excusez-moi, ITZY plusieurs fois ont prouvé qu'elles avaient de très bonnes chansons. Et même le retour, quand ils ont fait leur retour, bon, il est revenu un peu plus dans la vibe de ce que faisait ITZY, mais il y a encore des gens qui étaient très mesurés et qui disaient, on s'attendait à mieux. Et moi je trouve, je pense, c'est mon avis et dites-moi ce que vous en pensez, que on va donner des bonnes musiques à Twice et Stray Kids parce que c'est ceux qui ont les plus gros fandoms et qui donc du coup vont plus ramener, et on va donner de moins bonnes compositions aux autres groupes. Le second point qui est mauvais, qui est un flop pour moi, c'est que la performance et le spectaculaire prend le pas sur tout le reste. Il y a quelques années de ça, on avait des chorégraphies qui étaient quand même pas mal, mais on aimait surtout le fait que beaucoup d'idoles étaient en live. On entendait leurs performances live, on les entendait chanter. Au jour d'aujourd'hui, il faut que ça soit toujours plus impressionnant pour impressionner beaucoup plus de gens et ramener de nouveaux fans. Sauf qu'aujourd'hui, on donne le pas sur la chorégraphie, ce qui fait que des fois, on a des chorégraphies qui ne permettent pas aux chanteurs qui savent très bien chanter de chanter correctement. Donc, à la place, comme la chorégraphie prime, on va leur faire la chorégraphie, mais ils vont chanter en playback. Sachant que certains, en plus, des fois, ne savent pas faire de playback parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais donc du coup, ça crée des scandales et on en a eu beaucoup dernièrement. Et des fois, d'ailleurs, les agences décident de mettre du playback alors que leurs artistes sont capables de chanter. Je mets pas de côté que oui, maintenant, certaines agences font primer la beauté sur le talent. Mais on a aujourd'hui de très bonnes idoles qui savent chanter, qui savent très bien chanter, mais on réduit leur talent et on les fait passer pour de mauvais chanteurs à faire du playback parce qu'il faut primer sur la chorégraphie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à penser qu'on préférerait avoir des chorégraphies moins impressionnantes et des idoles qui chantent réellement. Le dernier point négatif pour moi, c'est le fait que l'industrie de la K-pop pousse les fans à devenir des acheteurs compulsifs. C'est pas d'aujourd'hui, mais ça évolue de pire en pire au fur et à mesure des années. Ça a commencé déjà à partir du moment où on a eu des photocards dans les albums. Les agences ont vu le filon que si on proposait des photocards différentes, les fans vont peut-être acheter plusieurs fois l'album pour avoir les différentes photocards. Donc à partir de ce moment-là, beaucoup d'agences ont mis des photogardes aléatoires dans leurs albums en espérant que les fans achètent plusieurs albums.
Mais ils ont été encore plus loin en faisant des photocards aléatoires dans chaque album, mais de différentes versions. Et ça, il y en a beaucoup, que ce soit chez la JYP, chez la SM ou encore chez HYBE. C'est devenu quelque chose de normal, j'ai envie de vous dire. Regardez, si on prend ici, on a eu 2 versions de B avec des photocards aléatoires, enfin des photocards différentes. On a eu les différentes versions de Map of Soul 7. Il y avait 4 versions, dont des photocards différentes et aléatoires dans chaque. BTS a fonctionné comme ça après, à chaque fois. Les Map of Soul, les Love Yourself. Stray Kids fonctionne comme ça aussi. Et GOT7 aussi. Mais alors GOT7, il y a moins de versions. Et souvent, ils jouent quand il y a beaucoup de membres à faire une version de groupe et une version pour chaque membre. Ce qui fait que des fois, on peut se retrouver avec une dizaine de versions différentes pour un seul album, qui aura les mêmes musiques à l'intérieur. Donc on pousse quand même les fans, bon après c'est au choix de chacun, hein, tu choisis ou pas d'acheter différents albums, mais on pousse quand même les fans, s'ils veulent avoir toute la collection d'un groupe, à acheter. Et il n'y a pas que dans les albums, regardez les places de concert, plus le groupe est connu, plus le prix va être gros. Puis ça dépend de la salle. J'ai déjà vu un concert, alors je sais plus c'est quel groupe, qui était plus cher à la Villette. Non, alors je sais plus. Plus il y a de place, normalement moins le prix est cher. Et j'ai vu une différence, par exemple, entre le concert des BTS que j'ai fait au Stade de France, où ma place était à 100,50 € je crois. Ouais. Et les Blackpink, je sais plus trop les prix, mais les Blackpink, le prix était doublé. Et là, j'étais en mode d'accord. Après que ça change, par exemple, que le Stade de France soit moins cher qu'une place, par exemple, à la Villette, c'est normal, puisqu'il y a moins de place, donc l'appât de la place, ils peuvent mettre le prix plus haut, puisque les fans seront prêts à mettre plus cher pour avoir leur place, comme il y en a moins disponible que dans une grande salle. Mais pareil, il n'y a pas que les concerts. Par exemple, on regardait à l'époque, on avait V-Live qui aujourd'hui est remplacé par Weverse, mais qui a créé la fonction Bumble, enfin un truc comme ça, où tu peux acheter un abonnement pour parler avec un membre de ton groupe. Sachant que tu n'es pas toute seule normalement, tu es avec plusieurs personnes et tu peux parler, mais il faut payer. En fait, la vibe de la K-pop, les agences, tout ça, dès qu'ils peuvent monétiser quelque chose pour se faire de l'argent dessus, ils vont le faire. Ils vont le faire et je trouve ça un peu horrible puisqu'on pousse les fans des fois qui, par passion, vont mettre de l'argent qu'ils auraient pu mettre ailleurs dans des choses qui... Enfin, je trouve ça malsain en quelque sorte de pousser comme ça les gens à la consommation. Enfin, en conclusion, c'est pas vraiment une conclusion parce que c'est mes tops et flops, que c'est mon avis personnel et que vous pouvez avoir quelque chose de différent. Je peux pas faire de conclusion non plus puisque, enfin, on parle de ce qui est bien, ce qui est pas bien depuis quelques années. Donc moi, ce que je vous invite simplement, c'est à me donner vous votre avis de ce qui est devenu la K-pop depuis quelques années. Si vous êtes d'accord ou pas avec mes tops, mes flops, ce que vous voyez vous comme top et flop que j'aurais pu ne pas mettre. Donc n'hésitez pas à me donner tout ça en commentaire. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.